qui existe depuis plusieurs années déjà et qui permet la création et la rediffusion de meet-up autour de thématiques un peu vastes autour du content, de la localisation et du design. C'est un collectif qui est 100% bénévole et c'est pour cela qu'on vous postera sans doute dans le chat un petit lien Ko-fi pour nous permettre de financer tous les outils qu'on utilise, notamment Meetup et toute la suite Google. Autre point dont on parle vraiment tout le temps, et je pense que ça fera une merveilleuse transition avec l'intro de Brad, on est toujours en recherche de nouveaux sujets. Si vous avez envie de vous exprimer sur un point précis en UX Writing, en content, en localisation, faire un Rex, parler de votre vision du métier, on est tout à fait ouvert à vous accueillir. Ça sera même avec un très grand plaisir. Et donc, comme je le disais, je vais donner la parole à Brad, mais avant ça, justement, Brad, c'est le parfait exemple de un peu cet appel à talk. On s'est rencontrés il y a quelques semaines, enfin, maintenant peut-être à peu près 2 mois, lors d'un apéritif qu'on a organisé à Paris. Et on a parlé justement UX Writing, FinTech, cette équipe impressionnante du X-Writer chez Conto. Et on était vraiment tous très curieux de l'entendre s'exprimer à ce sujet. Et donc, on l'a invité, il a accepté avec plaisir. Donc, sans plus attendre, je vais vous laisser avec Brad, qui va vous expliquer justement son quotidien du X-Writer chez Conto. Est-ce qu'au final, il y a des spécificités à la FinTech? Et je pense que vous allez en apprendre beaucoup sur l'X-Writing chez Conto. À toi, Brad. Merci beaucoup Camille. Merci de me recevoir ce soir. Je suis ravi d'être avec vous pour parler en effet de l'UX Writing et puis spécifiquement l'UX Writing dans la FinTech et chez Conto. Je suis X-Writer, senior X-Writer chez Conto. J'ai rejoint l'équipe en juillet 2021. On était 5 UX-Writers à l'époque et aujourd'hui nous sommes 20 UX-Writers. Donc j'ai vu l'équipe grandir. C'est un plaisir de travailler dans cette équipe au quotidien. Donc, je suis ravi de partager avec vous un petit peu l'envers du décor. En commençant, en parlant un peu de la FinTech en tant qu'industrie et pourquoi, en effet, il s'agit d'une industrie un peu complexe. Comment travailler en tant qu'extracteur dans cette industrie, quelles compétences sont nécessaires à développer pour être efficace dans ce rôle dans la FinTech, comment monter rapidement en compétences. Et j'aurai le plaisir à la fin de pouvoir vous montrer quelques écrans dans notre staging pour faire un focus sur un vrai projet sur lequel j'ai travaillé. Donc, je travaille dans la CFT Cards chez Conto, où nous occupons de l'expérience autour des cartes de débit, des cartes physiques et des cartes virtuelles. Donc, pour commencer, qu'est-ce que la FinTech exactement? Je me suis dit que j'allais commencer peut-être avec une définition officielle de .economy.gouv.fr qui nous dit que la FinTech désigne des petites entreprises qui fournissent des services financiers grâce à des solutions innovantes. Les solutions proposées prennent souvent la forme d'applications qui modifient le rapport du grand public avec les institutions financières. Donc, je trouve que cette définition résume bien la FinTech et en effet, Conto, on est plein dedans. Fondé en 2017, notre produit d'origine est le compte professionnel pour les solopreneurs et les petites et moyennes entreprises. Mais depuis notre lancement, on a développé plein de services qui gravitent autour de ce compte professionnel pour devenir vraiment la solution de gestion financière globale pour nos clients. On permet du coup à nos clients de pouvoir se focaliser vraiment ce qui est important par des tâches admin, par la gestion de leurs finances, mais vraiment sur le développement de leur activité. Et nous avons un NPS de 75, ce qui est un NPS très élevé pour le secteur bancaire. Donc ça, c'est, je trouve, encourageant, parce que je pense que le NPS, en effet, le Net Promoter Score, qui est
la différence entre le pourcentage des sondés qui recommanderaient fortement le produit ou le service à leurs proches, moins le pourcentage des détracteurs, donc ceux qui ont répondu à moins de 7 sur 10 au NPS. Donc, je trouve que ça, c'est très motivant et encourageant parce que je trouve que l'NPS est l'un des indicateurs qu'on peut suivre pour mesurer la satisfaction et puis l'expérience de nos clients. Donc, pourquoi est-ce que la FinTech est si complexe? D'abord, il s'agit d'une industrie très régulée. Bon, il y a des risques comme on travaille avec l'argent, il y a des risques de fraude, de blanchiment, le financement du terrorisme, bien évidemment, on va protéger les données personnelles de nos clients en lien avec les directives européennes. Donc, nous avons, nous sommes, nous évoluons dans un contexte très régulé. Comme j'ai dit, nos clients et nos utilisateurs nous confient l'argent de leur business, de leur entreprise, de leur micro-entreprise. Donc, les enjeux en termes de confiance et d'expérience utilisateur sont très importants. Je me souviens depuis toujours, j'étais intéressé par les banques, même quand j'étais jeune, et notamment le branding, la manière par laquelle les banques créer un lien avec leurs clients, parce que je trouve que c'est l'un des produits avec lesquels on a un lien très fréquent en tant que quand on soit un professionnel ou même un individu, quand on doit faire des paiements, faire des virements, notre banque joue un rôle presque au quotidien. Il y a des concepts financiers qui sont complexes et compliqués parfois à comprendre. Et donc, quand ils sont compliqués à comprendre, ça veut dire qu'ils sont également compliqués à expliquer. Au niveau de notre produit, nous avons des fonctionnalités qui apportent beaucoup de valeur à nos utilisateurs, parce qu'ils apportent la valeur, ils sont par définition parfois complexes aussi techniquement. Et ce qui est très spécifique, je pense, en tout cas spécifique à notre industrie de la fintech, c'est qu'on a beaucoup de partenaires externes avec lesquels on travaille, et notamment avec nos cartes de paiement. Donc, du coup, par exemple, quand on fait du QA, Quality Assurance, on doit faire des tests non seulement dans nos environnements staging de contour, mais également avec des environnements staging de nos partenaires. Il y a également des spécificités locales qu'on doit prendre en compte, notamment au niveau du X-Rating, parce que nous sommes en France, mais aussi en Espagne, en Italie et en Allemagne. Et donc, nous gérons la localisation en interne chez Conto. Comme nous avons la chance d'avoir 20 UX Writers dans l'équipe, nous avons des UX Writers qui sont basés dans chacun de nos marchés. Et donc, le parti pris, pour l'instant, c'est de gérer la localisation vraiment de A à Z pour avoir un vrai regard sur la qualité de la localisation et de l'expérience dans nos différents pays. Alors, quelles compétences est-ce qu'il faut développer pour travailler dans ce secteur? Déjà, je pense qu'il faut comprendre les différents concepts financiers et bancaires. Bon, il y a certains concepts qu'on connaît en tant qu'individu. Par exemple, quand on fait un paiement, il y a des mécanismes de sécurité qui sont en place, comme les 2FA, OTP, STA. Donc, ça, c'est des acronymes qui vont peut-être pas parler à tout le monde, mais en fait, le 2FA, c'est le facteur d'authentification, deux facteurs d'authentification. Donc, ça veut dire que c'est non seulement un mot de passe qui peut être facilement, qui peut être compromis. Il y a également, par exemple, le fait de recevoir un SMS, un code par SMS, donc ça, c'est ce qu'on appelle le OTP, ou même mieux, ce qui est encore plus sécurisé, c'est le SCA. C'est quand il faut ouvrir une application sur son téléphone pour valider et authentifier l'action qui est en cours. Donc, ces différents types de concepts, il faut pouvoir les expliquer dans un langage très simple pour que tout le monde puisse comprendre.
Ça veut dire qu'il y a un besoin de précision au niveau du langage. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je pense que différents UX-writers, on a différentes approches au métier. Moi, j'aime bien être sûr que chaque petit bout de microcopie ou d'explication, quand on guide nos utilisateurs dans un flow parfois un peu complexe, que tout est facile à comprendre et que tout est précis. Mais on peut voir une tension du coup entre la précision et la simplicité du langage. Parce que si on veut être précis, ça veut dire que parfois, les phrases deviennent un peu plus longues, avec un peu plus d'infos. Donc ça fait partie de mon quotidien, c'est de gérer cette tension entre une envie de bien expliquer les choses et une envie aussi de ne pas avoir des phrases qui sont trop longues. Pour aider avec ça, on travaille avec différents niveaux de lecture, comme tous les utilisateurs, au niveau de la hiérarchie de l'information. Et pour en faire en sorte que nos utilisateurs on dit chez Conto que nos utilisateurs font time poor en anglais, c'est-à-dire ils ont pas beaucoup de temps parce qu'ils dédient le temps, ils se focalisent beaucoup sur leur activité, pas sur les tâches qu'ils sont en train d'accomplir dans nos applications. Donc, on va travailler sur les différents niveaux de lecture, entre les titres, les sous-titres, les CTA, pour aider nos utilisateurs à accomplir les tâches, même s'ils ne vont pas lire tous les bouts de copie. Il faut également, et ça c'est un défi en arrivant dans l'équipe Conto, c'est de comprendre notre produit. C'est un produit qui a différentes, c'est un écosystème avec le compte professionnel au cœur, mais avec différentes produits annexes, que ce soit le tableau de bord. J'ai travaillé sur le tableau de bord l'année dernière beaucoup, qui aide nos utilisateurs à analyser très simplement leur flux de trésorerie. Sinon, si on a une équipe, il y a des fonctionnalités pour aider à gérer les dépenses des membres de l'équipe, avec des cartes de paiement, des demandes de virement. Il y a également, on a lancé la facturation pour ceux qui doivent facturer leurs clients. Nous avons également un produit pour les factures de prestataires pour aider nos utilisateurs à gérer les factures au fur et à mesure et ne pas oublier de les payer à l'heure. Donc, en fait, ça prend un certain temps juste pour comprendre comment fonctionne le produit. On a 6 forfaits différents qui répondent aux différents besoins de nos utilisateurs. Et au sein du produit, on a jusqu'à 5 rôles avec des permissions dédiées à chaque rôle. Et donc, en fonction du rôle et de ces permissions, la personne va pas avoir forcément la même chose dans l'interface utilisateur. Dans la FinTech, on utilise un voix et un ton tout d'abord professionnel, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un besoin de créer de la confiance en permanence et de rassurer nos utilisateurs. Mais en langage simple, on peut parler avec un ton conversationnel, tout doit être empathique. L'un des piliers de notre voix et ton est d'être hands-on, donc très très empathique et attentionné. Mais également avec la touche Conto, c'est-à-dire que nous sommes également percutants et audacieux de notre manière de communiquer. En tant que UX-writer chez Conto, il faut avoir certaines compétences un petit peu plus techniques parce qu'on travaille beaucoup en direct avec les développeurs. Parce que nous, quand on travaille sur une pièce, un projet, nous, on va livrer notre pièce directement aux développeurs. Donc, les développeurs vont prendre la pièce des UX-writers pour faire leur build. Ils prennent d'autres choses, bien évidemment aussi, mais en ce qui concerne la copie, ça vient de nous. Et donc, ça veut dire que dans Localize, notre outil de traduction, on va tout formater pour que ça fonctionne dans le code. Donc, il y a les histoires de variables, de pluriels, les espaces impeccable, très important en français, notamment. Il y a, comme je dis, les pluriels. Parfois, il y a des variations en fonction des pays. Donc, tout ça, on va gérer dans Localize et on va faire un rendez-vous en tête-à-tête avec les développeurs pour passer en revue les différentes clés, être sûr qu'on est en phase. Et comme ça, quand on livre nos traductions, la copie principale et nos traductions aux développeurs, ils ont tout ce dont ils ont besoin pour travailler sans devoir revenir vers nous parce qu'il y a un souci.
On suit également l'optimisation jusqu'au bout. Donc, ça veut dire que mon italien, mon espagnol s'améliore toutes les semaines. Donc, j'ai fait un point maintenant où quand je regarde l'espagnol et l'italien, je peux voir grosso modo si le sens suit le sens de l'anglais ou pas. Si j'ai un doute, du coup, je vais utiliser plus DeepL ou un autre juste que je ferai une petite vérification express. Mais on va gérer on va suivre la localisation jusqu'au bout. Euh, dans la fintech et chez Conto, on doit savoir également gérer les parties prenantes, parce que différentes parties prenantes, que ce soit dans le design studio, on travaille avec notamment beaucoup les product designers qui font partie du design studio, comme les UX writers, avec les brand designers et les design systems. On travaille bien évidemment beaucoup également avec les product managers et le design studio s'intègre dans le vertical produit chez Conto. Et on va travailler également main dans la main avec les product marketing managers quand il s'agit d'une pièce avec un objectif un peu plus marketing et parfois même avec le CRM ou avec les équipes légales. Il faut être réceptif, je dirais, au feedback. Ça fait partie de notre culture. On donne beaucoup de feedback, voire on n'hésite pas à challenger quand on pense que quelque chose peut être amélioré. Donc, il faut savoir prendre du recul quand on présente notre travail à l'équipe ou à d'autres équipes. Et également, savoir challenger les autres quand on n'est pas forcément d'accord et on pense que quelque chose peut être amélioré. Tout ça tout ça est au sein de nos valeurs de esprit d'équipe, ambition, intégrité. Donc, en fait, ça se fait bien évidemment dans le respect. Mais le challenge fait partie aussi de notre quotidien chez Contour. Et la capacité de pouvoir expliquer ses choix au niveau de l'UX writing, je pense qu'on sait tous que comme les mots peuvent être parfois un peu personnels et même les gens qui ne sont pas des rédacteurs, ils ont vite un avis parfois tranché sur le sujet. Donc, il faut savoir expliquer nos raisonnements quand il y a besoin. Alors, comment monter rapidement en compétences pour être efficace en tant que illustrateur dans la fintech et chez Kanto? Je dirais qu'il y a deux parties. Il y a une partie qu'on fait tout seul ou toute seule et une partie où Kanto nous aide beaucoup à monter en compétences rapidement. Donc, je pense que parmi les 20 illustrateur, on est tous curieux. Je pense que ça fait partie on pose tous plein de questions. Je me souviens quand je suis arrivé il y a presque 2 ans, notre directeur du design m'a dit plusieurs fois de poser un maximum de questions, de noter toutes les questions qui me passaient par l'esprit. On a pris vraiment le temps, même plusieurs heures, du coup, à discuter tous les deux. J'ai posé mes questions et on en parlait. Donc, je pense qu'il y a cette curiosité qui aide beaucoup. Chez Conto, on a beaucoup de documentation. Ça fait également partie de notre culture. Donc, les product managers vont très bien documenter nos projets. Donc, il y a plein de ressources où on peut mettre un niveau. Si c'est un nouveau sujet, on peut se mettre un niveau rapidement. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur aussi d'aller un peu au-delà et de savoir chercher des informations fiables, bien évidemment, pour aller plus loin quand on veut approfondir un peu un sujet. C'est ce que j'avais fait avec le 2FA, le Two Factor Authentication. J'ai quand même fait un peu de recherche moi-même pour être sûr que je comprenais bien comment ça fonctionne. Et puis, on a tous et toutes également une envie d'apprendre et de toujours faire mieux. En ce qui concerne comment Conto nous aide, moi, j'avais pas d'expérience dans la fintech, pas du tout, quand je suis arrivé chez Conto, et je pense qu'il y en a, je suis pas du tout le seul dans ce cas-là. Alors, on a un onboarding très complet. Euh, Comme je dis, il y a beaucoup de documents et en fait, il y a une transparence, je dirais, totale où si ça nous intéresse d'aller lire des documents des product managers, on peut. Tout est à disposition de tout le monde. On a des standards qui nous expliquent comment arriver à un objectif de manière succincte. Donc, il y a cette documentation qui est toujours à disposition. On a nos rituels UX Writing qui nous aident beaucoup aussi. Donc, l'un de nos rituels les plus importants, c'est les UX Writing Challenge.
Donc, quand on a terminé notre copie en anglais, on va présenter ça à deux autres membres de l'équipe Exciting pour avoir leur feedback, expliquer nos choix, notre raisonnement, le content strategy derrière les écrans. On va du coup parfois challenger et on va intégrer les différentes feedbacks ou pas, mais souvent on les intègre des autres membres de l'équipe. Ça c'est quelque chose qui nous aide à toujours avoir les niveaux de qualité souhaités et également une certaine cohérence parmi nos UX writers. Ils ont également une réunion d'équipe hebdo où on partage des best practices. Les différents membres de l'équipe, à tour de rôle, vont présenter un projet sur lequel ils travaillent, quelque chose qu'ils ont appris, les challenges, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Chez Conto, on voit les difficultés vraiment comme une opportunité d'avancer, d'apprendre collectivement, pas du tout comme un échec. D'autant que chaque personne souhaite voir ça comme en effet une manière de progresser. Et ce qu'on appelle un Gemba, en fait, c'est un one-to-one avec notre manager, notre lead, et c'est toutes les semaines où notre manager va lui demander sur quoi on travaille en ce moment, et puis on va montrer et discuter d'éventuelles difficultés, des questions qu'on se pose, et vraiment regarder ça à quatre mains. Nous avons notre équipe de X-Writers qui est très soudée, avec une très, très bonne ambiance d'équipe, diversité de parcours et de nationalités. Et une chaîne Slack dédiée où si on a des doutes entre nous, on pose des questions et puis on partage nos connaissances au quotidien. Il y a également le compte Away. C'est pas le but de cette présentation, donc je vais pas rentrer dans les détails. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Mais le compte Away, avec notamment le One Piece Flow, le fait de travailler sur une pièce à la fois pour ne pas être trop en multitâche. Et en fait, toute l'équipe travaille en même temps sur la même pièce, que ce soit les développeurs, les product managers, le product designer et le UX-writer. Donc, on est tous à 100% disponibles. Donc, ça nous permet d'avancer ensemble de manière efficace et également plus rapide. Il y a également l'idée de faire des choses correctement la première fois, sans gaspillage. En fait, ça vient du lean management et de Toyota notamment. Il y a plein de ressources sur le compte Away. Donc, mais si vous avez des questions, je peux répondre aux questions tout à l'heure. Donc maintenant, on va faire un petit zoom sur un vrai projet sur lequel j'ai travaillé dans la CFT Cards, qui a été lancé il y a quelques semaines. Donc, on va pouvoir voir quelques écrans en staging. L'idée, c'est que désormais, quand un utilisateur commande une carte physique, nous avons trois types de cartes physiques, différents niveaux de gamme. À la fin, juste après, quand ils finissent le flow de commandes de création de cartes, ils vont pouvoir utiliser la carte tout de suite pour des paiements en ligne ou en ajoutant la carte à Google Pay ou à Apple Pay. Donc même avant l'arrivée de la carte par la poste. Donc le problème, je dirais, qu'on avait à résoudre, c'était comment faire comprendre à l'utilisateur que la carte est disponible immédiatement et qu'il peut être utilisé immédiatement, mais tout en faisant comprendre également que la carte n'est pas totalement active non plus et qu'il y a une petite étape à faire quand la carte arrive, c'est de faire une première transaction avec code PIN pour activer le paiement sans contact et pour également avoir un plafond de paiement plus élevé. Donc, je vais me connecter. Ça va prendre juste 2 petites secondes. Alors, je vais partager mon écran. Alors, donc normalement, vous voyez la section historique de notre produit Conto. Donc, si on navigue vers la section carte et si je souhaite créer une nouvelle carte,
Donc, je vais créer une nouvelle carte physique. Pardon, je vais rechanger la langue. Comme c'était en veille, je crois que la langue a été remise en... Je suis désolé. Alors, donc, je vais créer une carte. Donc, je vais choisir la carte physique. Dans ton cas, on va choisir notre carte la plus premium, la carte X. Je vais lier la carte à mon compte principal et moi-même, je suis l'admin, donc je vais commander la carte pour moi-même et voilà les paramètres. Je vais garder les paramètres qui sont par défaut. Pas besoin d'avoir des budgets spécifiques ou des catégories de dépenses spécifiques. Alors, je n'ai pas de limite spécifique pour les retraits non plus. Alors, je vais choisir de recevoir la carte à cette adresse. Alors, je choisis mon code PIN. Je confirme mon code PIN. Alors voilà, je suis maintenant sur la carte, l'écran de confirmation avant de confirmer ma commande. Du coup, je vais, comme il s'agit d'une action sensible, je dois rentrer un code. Et voilà, on arrive sur l'écran de succès où je vois que ma carte a été commandée mais peut déjà être utilisée. Donc, on voulait tout d'abord confirmer le succès de l'action qui était en cours. Donc, le législateur était dans un flot de commandes de cartes. Donc, on voulait bien évidemment confirmer que la carte a été commandée avec succès, mais en expliquant que, bonne nouvelle, la carte peut déjà être utilisée. Alors, si je ne sais pas comment ça marche, même juste en lisant le titre ici et le lien tertiary ici, comment ça marche? Je peux avoir plus d'informations. Donc, il y a un modèle qui monte où je peux voir comment utiliser ma carte pour les achats en ligne et en magasin tout de suite. Donc, je peux obtenir les informations de la carte depuis la section carte et ça, c'est pour des paiements en ligne. Sinon, je peux ajouter à Google Wallet ou à Apple Wallet avec juste quelques clics depuis l'application mobile et petit message de réassurance que c'est sécurisé, quel que soit le moyen choisi, que ce soit avec les détails de la carte ou avec les informations de la carte, pardon, ou avec Apple Wallet ou Google Wallet. Donc, comme je l'ai dit, euh, on travaille sur différents niveaux de lecture. L'idée, c'est que même avec juste les sous-titres ici, l'utilisateur peut comprendre et avoir un premier niveau de lecture si la personne est pressée. Sinon, il y a un lien pour aller vers une fois à question, un article pour la question pour aller plus loin et en savoir plus sur les mesures de sécurité. Je voulais vraiment avoir un lien avec un lien descriptif pour éviter les en savoir plus ou les clics ici, bien évidemment, pour des questions d'avoir une meilleure accessibilité. Et quand l'utilisateur a terminé sa lecture, c'est compris, on retourne sur l'écran de succès où je peux voir dans la description ici que un peu tout ce qu'on a vu plus détaillé dans au niveau du modèle et que je peux commencer à utiliser la carte. Donc, si je clique sur commencer à utiliser la carte ici est dans la liste de mes cartes. Donc, j'ai beaucoup de cartes pour moi-même ou pour mes employés. On voit ici on va travailler également sur un petit, ce qu'on appelle un disclaimer, qui explique ici que vous pouvez déjà utiliser votre carte en ligne en magasin. Un petit rappel, et avec l'info en plus, à sa réception, n'oubliez pas de l'activer en utilisant votre code PIN. Et il y a également un email qui est envoyé en parallèle qui confirme la commande de la carte, qui va expliquer un peu comment ça va se dérouler la livraison de la carte et qui va également expliquer qu'il faut faire une transaction avec code PIN après réception de la carte. Alors, juste avant de terminer, un autre projet sur lequel j'ai travaillé
récemment, c'est nous avons changé l'agent des assurances de nos cartes de paiement. Donc, AIG, c'est toujours l'assureur, mais l'agent est maintenant notre agent qui s'appelle Cover. Et donc, nos principes de couverture ont totalement changé. Donc, dans le cadre de ce projet, l'idée, c'était de donner l'info aux utilisateurs sur qu'est-ce qui est couvert ou pas couvert au niveau de la carte. Donc, pour voir ça, on voit dans autres services assurance. Et ici, on voit la nouvelle page assurance. En fait, l'un des challenges de ce projet, c'était d'expliquer un nouveau principe, c'est-à-dire qu'avec nos 3 niveaux de carte de paiement One, Plus et X, auparavant, si j'avais plusieurs cartes, disons qu'il y avait un X et un One, si j'avais fait une transaction avec la carte One, en fait, la transaction a été couverte uniquement par le niveau de protection de l'assurance qui correspond à la carte One. Désormais, bonne nouvelle, si j'ai plusieurs cartes dans mon portefeuille, en fait, le niveau le plus élevé s'applique à tous mes achats, que ce soit acheté avec la carte X ou avec la carte One. Donc, mon défi en tant que X-Writer, c'était d'essayer d'expliquer ça de manière plus succincte que possible. Donc, ça, c'est ce que ma manière d'expliquer ça ici dans la carte. Également, pour une carte X, il y a beaucoup de couvertures différentes. Donc, on est parti sur un principe d'accordion de progressive disclosure pour que la personne puisse voir en fait, juste les parties qui les intéressent. Et moi, c'était peut-être un peu mon obsession, c'était d'être sûr que moi, je comprenais chaque bullet point, parce que si moi, je ne le comprenais pas, c'était sûr que le user n'allait pas comprendre. Et donc, parfois, il fallait demander plus d'infos auprès de Cover ou AEG. Par exemple, le rapatriement, y compris les enfants à charge, quand c'était ça a été présenté par l'assureur et l'agent, c'était pas clair pour moi si ça voulait dire que si j'étais en voyage avec mon enfant, si moi je tombais malade, tous les deux on était repatriés, voyage de travail bien évidemment, mais je me disais c'était un peu ambigu. Qu'est-ce qui se passe si l'enfant tombe malade quand moi je suis sur un voyage de travail avec mon enfant? Est-ce que ça veut dire que c'est pris en charge le retour? Et c'était pas clair pas clair pour moi. Et donc j'ai demandé la précision bonne nouvelle, même si l'enfant est malade, ça veut dire que moi je peux le rapatrier avec mon enfant. Donc ça c'est un petit micro-exemple parce que vous voyez il y a plein de différents bullet points sur dans les différentes catégories. Donc vraiment d'être sûr, un peu minutieux, d'être sûr que tout est clair pour nos utilisateurs. Voilà, je vais arrêter de parler et laisser place à vos questions. Merci Brad. Alors, je réapparais à l'écran. Je m'excuse d'avance, j'ai un enfant qui pleure de l'autre côté de la porte. Alors, on a eu quelques questions, j'en ai posé 2, mais feel free à toutes et tous d'en rajouter. Je vais essayer de les lier un peu à tout ce que tu as dit. Il y a une question de Marianne qui était: as-tu une technique à toi pour vulgariser les termes financiers? On t'a parlé au tout début du meet-up des 2FA, donc la double authentification, etc. Est-ce que toi, tu as une technique justement pour vulgariser tous ces termes-là? Je pense qu'on va toujours se poser la question, quel est le vocabulaire utilisé par nos utilisateurs pour vraiment centrer tout ça dans leur monde. Après, donc du coup, il y a également une tension parfois entre les mots utilisés par les utilisateurs, bien évidemment les mots officiels qui peuvent être parfois un peu compliqués à comprendre. Donc on va également regarder quels mots sont utilisés par l'industrie. Mais le plus souvent, on va essayer d'utiliser des termes qui sont qui rend ça plus simple à comprendre. Et donc, essayer comme une bonne pratique, je pense, pour tous les exciters, c'est de cibler un niveau de langage souhaité
comme si on parlait à quelqu'un qui est au collège ou quelqu'un qui est au lycée. Bon, pour nous, comme notre clientèle est une clientèle professionnelle, du coup, on se montre que c'est peut-être au-delà du collège, donc plutôt un niveau lycée. Oui, de toujours gérer la tension entre le monde de nos utilisateurs, les mots qu'ils utilisent eux, les mots utilisés par l'industrie et notre glossaire à nous. Comment on parle de différentes fonctionnalités dans l'univers de Conto. Ok, très clair. Euh, J'essaie de lister. Donc, la vulgarisation, c'est bon. Il y a plusieurs questions qui remontent. Je vais essayer de les grouper. Il y en a une question de Marianne encore et d'Adana autour justement la fameuse relation avec le légal. Donc, je te liste les deux questions. Comment vous vous organisez au niveau de la communication et vérification avec le légal? Et autre question, avez-vous des profils juridiques et conformités qui vous aident, empêchent de vulgariser parfois afin de ne pas vous faire retoquer par le législateur? Alors, donc, nous sommes différentes phases dans notre manière de travail chez Conto. La première phase, ce qu'on appelle le value analysis, c'est une phase pendant laquelle on fait beaucoup de recherche, de comprendre les besoins de nos utilisateurs, quels sont leurs pain points, et du coup de positionner la fonctionnalité en fonction de cela. Et donc, c'est quand il y a des questions juridiques qu'on sait vont tourner autour de la fonctionnalité. Je sais que le product manager qui va travailler avec les équipes légales, parce que bon, c'est en fait il y a le risk and compliance, financial security, contrôle interne, pardon, j'utilise des noms qui me viennent à l'esprit, parce que quand on parle, en fait, l'anglais, c'est notre langage de travail, donc c'est mon anglais qui vient d'abord. Donc, au sein du légal, il y a différentes équipes légales et le product manager va déjà, pendant cette phase-là, faire des points avec les différentes équipes légales pour être sûr que tout le monde est en phase. Après, on peut également, je sais que j'avais travaillé sur un écran de ce qu'on appelle OAuth. En fait, c'est quand on va insérer une intégration pour faciliter notre quotidien. Ça peut être une intégration avec Google Sheets, avec un outil de comptabilité, avec Slack. Donc, quand on installe cette intégration, on appelle ça l'intégration Connect, il y a un écran où on va expliquer aux utilisateurs ce que ça implique de autoriser, d'installer l'intégration. Avec dans les grandes lignes, ce que l'intégration va pouvoir faire et ce que l'intégration ne va pas pouvoir faire justement. Et donc, j'avais travaillé sur ce projet il y a déjà 1 an et demi. Et je me souviens, on a demandé aux équipes légales de lire la copie quand on avait terminé, regarder l'écran avec un ensemble, bien évidemment, juste pour être sûr on avait leur go. Donc, il y a des fois où, en effet, on va demander aux équipes légales de regarder les écrans en fin de projet avant de passer dans la phase build. Et il y avait une deuxième partie de la question qui était... Oui. Est-ce que, alors je te lis. Est-ce que, par exemple, ça s'est déjà arrivé, je pensais un peu, Anna, tu pourras préciser dans le chat, hein, mais est-ce que, par exemple, est-ce que le légal a déjà bloqué des features parce que pas compliant? J'imagine que ça n'arrive pas parce que vous, justement, vous collaborez assez tôt, mais est-ce que, c'est ça, est-ce que vous avez des profils juridiques et conformités qui vous aident, ou parfois vous empêchent même de vulgariser? C'est peut-être ça aussi le point. On va, s'il y a des contraintes qui sont exigées par les équipes légales, on va les prendre en compte le plus tôt possible dans notre workflow. Donc, en effet, il y a parfois, en fait, chaque équipe va avoir des objectifs un peu spécifiques à leur activité. Et donc, par exemple, je sais que pour la carte X, notre carte physique la plus premium, on avait
l'été dernier, augmenter le plafond de paiement de 60 000 à 200 000, ce qui est une augmentation importante et utile pour nos utilisateurs qui dépensent beaucoup pour leur business. Mais en fait, il y a certains critères qui rentrent en compte pour pouvoir augmenter justement le seuil de la limite de paiement à 200 000. Et donc, nous, côté produit et design, on intègre ces contraintes dans le produit pour expliquer aux utilisateurs ce qu'ils doivent faire, si c'est pas déjà fait, pour pouvoir accéder à ce plafond de 200 000. OK, merci. Alors j'ai une question, je pense que je vais les regrouper, qui sont autour un petit peu de, bah, finalement de la collaboration entre plusieurs équipes pour garantir la cohérence terminaux. Alors Anna te demande, est-ce que c'est toi qui écris également les emails ou autres ou les contenus connexes pour t'assurer de leur cohérence et de la réassurance? Et alors, je ne saurais pas prononcer ton prénom, je ne sais pas si c'est NPU parce que des initiales ou pas. Avez-vous des copywriters en plus des UX writers? Si oui, y a-t-il synergie entre les deux équipes? Je crois que c'est vrai que ça. Je ne sais pas si tu l'as précisé, mais il me semble que Conto, vous êtes plus de 1000 Exactement. employés. Donc, il doit y avoir vraiment une quantité de contenu produit en interne. Et justement, c'est vrai que c'est une très bonne question. Comment on crée les synergies entre les équipes pour avoir le bon vocabulaire? Ouais, comment vous fonctionnez? Donc, très bonne question. La première réponse, c'est que les UX writers, en effet, on écrit les emails transactionnels et les push notifications transactionnelles, donc qui sont envoyés quand l'utilisateur fait quelque chose dans le produit. Euh, Après, il y a une équipe content qui se trouve dans le vertical growth, donc avec des objectifs plus autour de l'acquisition. Euh, Content, donc eux, ils vont écrire pour le site web, le blog, les réseaux sociaux. Nous avons également des product marketing managers qui sont du coup dans le vertical produit et eux, je crois elles écrivent des release notes et tout le go-to-market qui va faire connaître nos nouvelles fonctionnalités à nos utilisateurs. Donc, la première chose, je dirais, c'est qu'on a notre voix et notre ton. On a fait un rebranding il y a un peu plus de un an. La partie content, copy, faisait partie du rebranding. Et c'est ces fameux trois piliers dont je parlais tout à l'heure, où on a, c'est audacieux, percutant et hands-on. En fait, ces deux mots en français, c'est empathique et quelque chose. Et le deuxième m'échappe pour l'instant parce que moi, je travaille principalement en anglais. Donc, pour moi, c'est hands-on. Et en fait, ces trois composants de notre voix et ton sont comme des curseurs. Et en fonction de l'équipe qui est en train d'écrire quelque chose, le curseur va être différent. Donc, nous, côté UX Writing, notre curseur hands-on est beaucoup plus haut parce que nous guidons, nous expliquons, nous aidons nos utilisateurs à utiliser le produit et à accomplir leurs tâches. Si c'est dans l'équipe content sur le site web, c'est là où peut-être ça va être un peu plus audacieux, où ils vont parler un peu plus sur la valeur ajoutée de notre produit pour justement convaincre les visiteurs à ouvrir un compte. Le service client, le customer success, eux, ils vont aussi très hands-on. Donc, on a ces principes et ça va au-delà des juste ces trois mots. Il y a en fait tout des documents complets qui parlent de notre voix et ton dans chaque langue, dans différentes langues. Donc ça, c'est je dirais le guide qui va nous guider tous. Après, on va travailler ensemble. Par exemple, quand en tant qu'exciteur, si je travaille sur un écran qui a un but de montrer aux utilisateurs les avantages de changer de forfait et de passer à un forfait supérieur pour débloquer certaines fonctionnalités, moi, je vais travailler sur la copie sur l'écran parce que c'est un copie qui donne le produit, mais je vais travailler main dans la main avec le Product Marketing Manager pour être sûr qu'on est aligné au niveau du message. Donc, je vais consulter
le Product Marketing Manager. Et le Product Manager va nous consulter aussi quand eux et elles travaillent sur un message ou qui va apparaître dans le produit, mais qui ne fait pas partie de lui. Donc, on a, que ce soit Intercom ou différents outils qu'on utilise. Et donc, eux, ils vont nous consulter et on va co-créer, je dirais. Donc, de plus en plus, je sais que c'est la co-création. C'est pas juste du proofreading de la relecture à la fin. C'est vraiment de s'appuyer et de bénéficier des compétences de chacun. Donc, quand un product marketing manager va me demander mon avis sur ce que ils ont écrit, moi, je vais regarder surtout, en fait, la voix et le ton, que ce soit adapté aux voix et au ton qu'on utilise dans le produit, que les noms des fonctionnalités, c'est les mêmes noms qu'on utilise quand nous, on parle de ces fonctionnalités-là. Oui, que ce soit une expérience harmonieuse et que l'utilisateur va pas se dire ah bah c'est étrange, j'ai l'impression que quelqu'un d'autre a écrit ce bout-là. Et donc oui on va on a plein de Kanban, c'est le lean management, et donc on va par exemple créer une carte Kanban. Si nous on a créé un peu de contenu, mais on sait que ces contenus peuvent être enrichis par le regard de notre équipe, on va créer une carte sur leur Kanban. Comme ça, eux, ils voient qu'il y a une demande en cours et on va travailler ensemble sur la clé. Merci Brad. Est-ce que quelqu'un a une dernière question dans le chat? J'attends quelques secondes, histoire d'avoir une fulgurance de quelqu'un. C'est là où il y a toujours le blanc gênant. Bon, j'ai pas l'impression, en tout cas, qu'on ait une dernière question. Bah, écoute, merci beaucoup, Brad, pour cette présentation, en tout cas très intéressante sur la manière de travailler de Conto. Je pense que ça a intéressé voilà, les personnes présentes. Si vous avez des questions supplémentaires, on va vous envoyer aussi le LinkedIn de Brad. Je pense qu'il sera heureux de répondre à vos questions. En cas, voilà, si jamais vous voulez revoir ce talk, pardon, on le mettra à disposition sur notre page YouTube. Et je pense, voilà, d'ici quelques jours, vous pourrez le partager, évidemment, ça nous fera très plaisir. On se verra sans doute pas en avril, mais en mai pour un prochain talk. Donc, si en tout cas vous avez, comme je le disais, des propositions de talk, des idées que vous souhaiteriez développer en meet-up et vous ne savez pas trop comment l'apprendre, n'hésitez pas à nous contacter. On sera aussi très dispo pour vous aider. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous et j'espère vous voir très bientôt. Merci.